Bonjour, bienvenue Madame, Mademoiselle, Monsieur à cette émission d'ésotérisme expérimental. Aujourd'hui, l'émission numéro 47, la deuxième de la 12e cassette d'ésotérisme expérimental disponible sur cassette VHS. Et bien évidemment que nous sommes à l'époque de l'événement fatidique qui a marqué l'humanité il y a maintenant 30 ans précisément, le 22 novembre 1963. Nous étions tous témoins de l'assassinat de John F. Kennedy. Et je pense que tous ceux qui avaient peut-être plus que 10 ans à l'époque se souviendront de ce moment, de ce jour, et c'est marqué dans la vie. Aujourd'hui, donc, toute l'émission est entièrement consacrée non seulement à ce meurtre, mais aussi à la conspiration qui entoure l'événement. Cet événement est une conspiration qui entoure bien d'autres événements dont on ne veut pas nous faire la lumière. J'ai choisi ici la page couverture du livre « La conspiration cosmique » publié chez Louis Courteau et qui présente bien les 4 aspects de cette conspiration. La première, celle qui est la plus proche de nous, celle qui est représentée ici en bas par la pyramide de pierre. Et cette pyramide de pierre représente l'édifice humain de la société composée d'êtres humains comme vous et moi. Nous faisons déjà partie d'une certaine forme de conspiration. Vous le savez, le fameux secret professionnel dans certains cas, ou certaines informations que l'on détient et qu'on n'ose pas dévoiler pour des raisons de sécurité personnelle. Alors, je perdrais mon emploi s'il fallait que je dise que j'ai déjà vu des extraterrestres. Hein? Ça, je l'ai souvent entendu dire. Il y a ici au-dessus le pyramidion de cristal qui est décroché de la réalité humaine. Un peu comme ceux qui montent dans certaines sphères de la société et qui sont un peu décrochés de la réalité de Monsieur Tout-le-Monde et qui font partie d'ordre occulte. Ici, on le représente par la rose. Vous avez remarqué la semaine dernière, M. Pierre-Éliott Trudeau, qui faisait la promotion de son livre, se promenait avec à sa boutonnière une rose. Et vous savez le vrai sens de la définition de la devise du Québec? Je me souviens d'être né sous le lys et de croître sous la rose. Il y a aussi 2 autres aspects de cette conspiration cosmique. Il y a les intraterrestres, ou ceux que d'autres pensent être extraterrestres et qui viennent en soucoupe volante. Et il y a la croix de lumière représentée par évidemment le christianisme, le message d'amour et de lumière qu'a dégagé le Christ qui est venu porter la lumière au monde. Alors c'est donc avec ce thème de la conspiration que nous allons parler aujourd'hui de John F. Kennedy. Nous allons parler des intraterrestres et des extraterrestres et évidemment tous les aspects de la conspiration que nous pouvons déjà présupposer, manipuler l'être humain par des êtres humains, par des autorités humaines qui font partie d'ordre occulte, par d'autres formes de puissance occulte intraterrestre. Alors nous allons retrouver le journaliste André Fontaine qui travaillait pour Radio-Canada à Dallas le 22 novembre 1963 et qui a été parfaitement témoin de l'assassinat de John F. Kennedy. Il se souvient d'avoir entendu lui-même des coups de feu. Et suite à son communiqué à Radio-Canada par téléphone, il a perdu son emploi, il a été même pourchassé et mis en prison. Vous vous souvenez, il y a peu de temps, Joseph Martin qui nous parlait, lui, d'avoir été témoin du meurtre de Maurice Le Noblet du Plessis ici au Québec. Un franc-tireur qui l'a atteint. Il y a ce petit livre, Le gouvernement secret, que j'ai fait publier, traduire et publier ici au Québec, chez Louise Courteau Éditrice, intitulé « Le gouvernement secret ». Il s'agit d'un document qui a été diffusé largement aux États-Unis par M. Milton William Cooper, qui ne donne pas souvent d'entrevues à la télévision. Je l'ai rencontré lors d'un congrès aux États-Unis. Nous allons en entendre un court extrait de cet entretien qu'il nous accorde en anglais, évidemment. Je ferai une traduction simultanée. Il y a notre journaliste qui nous apporte toujours des dossiers chauds ici. C'est M. Serge Mona qui sera de nouveau avec nous aujourd'hui. Et la chronique de livre viendra avec Mme Louise Courteau. Elle nous parle de son livre « Cher Michel, communication channeling », mais ça remonte à plus de 15 ans. « Cher Michel, les clés de base de la connaissance ésotérique et de la connaissance de soi ». Mme Monica Péloquin nous fait des propositions et des suggestions à l'aide de certains produits qu'on pourrait appeler le kit de voyage pour ceux qui vont vers les pays chauds. Vous comprendrez. Mais immédiatement, donc, pour se mettre dans l'ambiance du sujet d'aujourd'hui, la conspiration, nous allons revoir des scènes pathétiques de l'assassinat de John F. Kennedy, extrait du fameux film de Oliver Stone, JFK, dans cette chronique présentée, encore une fois, par M. Gilles Surprenant. Un film disponible en vidéocassette 2
vidéocassette, et ça ne fait que lever une partie du voile. Il a osé présenter des aspects occultes qui vont au-delà de tout ce que vous pouvez entendre dans des émissions spéciales au cours de la semaine pour essayer d'encore une fois camoufler l'information, car les grands médias d'information font eux aussi partie de la conspiration. Bonne émission. Alors, bienvenue à cette chronique vidéo. Cette semaine, je vous propose un film qui a marqué l'Amérique, sinon le monde entier. Il s'agit du film JFK, John F. Kennedy, réalisé par Oliver Stone. On sait qu'Oliver Stone a toujours la hantise de se rebeller contre les autorités gouvernementales, si l'on pense à ses anciens films nés un 4 juillet ou bien des films sur la guerre du Vietnam. Alors, cette fois, Oliver Stone a le mérite de lever le voile sur la vérité, puisque dans ce film, Jim Garrison, qui reprend les conclusions du rapport Warren, qui en venait à dire qu'il n'y avait qu'un seul assassin, c'était Lee Oswald. Alors, Jim Garrison est sur des pistes. Et ce film est comme un documentaire, en même temps un film à la cinéma. Là. Et il est sur des pistes et un haut dirigeant militaire communique avec lui et le console en lui disant « Oui, tu es sur la bonne piste ». Mais il lui dévoile des informations sur cet assassinat mystérieux, qu'il y a une conspiration et que les gens se posent dans ce procès la mauvaise question. Au lieu de poser la question du pourquoi, tout le monde se pose la question du comment ou du qui, alors que cela ne fait partie que du décor. Alors, Oliver Stone, je suis sûr qu'il nous promet une suite à ce film, même si déjà les autorités gouvernementales, comme la CIA entre autres aussi, a déjà bougé en donnant des informations à des journalistes. Mais je suis sûr que Oliver Stone ne restera pas assis sur ses lauriers et qu'il va continuer à déranger par tous les moyens possibles. Ce président américain décédé il y a 30 ans, qui aimait le monde au point de lui donner la lune. À la prochaine. En 1961, tout de suite après la baie des cochons, il y a très peu de gens qui sont au courant. J'ai pris part à l'élaboration des mémos 55, 56 et 57 pour Action Sécurité Nationale. Ce sont des documents cruciaux, classés top. Voici maintenant l'auteur de ce livre, Conspiration, M. André Fontaine, ex-journaliste de Radio-Canada. André Fontaine, comme ça vous êtes toujours vivant. Je pense pas que je vais mourir un jour. Non. Oui, parce qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que je vous ai connu il y a une quinzaine d'années et vous avez absolument pas changé d'un iota. Vous êtes le même. On dirait que vous vieillissez pas. Je pense que ça fait plus longtemps que ça. C'est en 77, 78, oui, c'est ça. Non, j'ai pas d'affaire à changer. Moi, je sais que dans 50 ans, je serai encore comme ça. Vous avez toujours l'air de 45, 50 ans et pourtant vous avez dépassé 65 ans d'âge. Oui, c'est vrai. Extraordinaire. Et votre livre, c'est un fait qu'il est introuvable actuellement? Il est introuvable, c'est parce que lorsqu'il a été publié en 77, dans 3 jours, il a été écoulé, puis il y a eu un interdit du fédéral, parce que ce que je révélais à l'intérieur sur le drame de Dallas, c'est mon drame à moi aussi. Parce qu'on m'a fait disparaître pendant 12 ans. Pour pas que je dévoile qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire de Kennedy. Donc il manque 12 ans dans votre vie. 12 ans de ma vie. Voilà le fait pourquoi vous n'aviez pas vieilli. Ah, justement, ces 12 ans-là. Oui, mais malheureusement, c'est pas une question d'enlèvement par le phénomène extraterrestre. Non, non, parce que c'était 12 ans d'enfer. Oui, c'est que vous avez été mis en prison ici au Québec. À travers le Canada. À travers le Canada, on vous a promené comme ça? Partout à travers le Canada. Pourquoi donc? Bon, voici, c'est que... ça sera assez long, il faudrait lire le livre, évidemment. C'est qu'en 66, lorsque j'ai réussi, j'ai décidé de ne pas collaborer avec la CIA à Miami à l'époque. Il y a M. Jim Garrison, qui était le procureur général de la Louisiane, faisait une enquête sur l'assassinat du drame de Dallas. Et puis, la mort de John F. Kennedy. La mort de John F. Kennedy, dont j'en savais beaucoup. J'avais couvert les reportages pour Radio-Canada ce jour-là à Dallas. Et j'avais été catégorique, j'avais dit lors de l'un de mes reportages. Il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. Et évidemment, ça n'a pas resté là. C'est nos oreilles du procureur Garrison et puis de la CIA aussi. On voit actuellement les reçus qui prouvent bien que vous étiez à l'emploi de Radio-Canada à l'époque. Oui, et donc,
Même si vous nous permettez, on va entendre quelques secondes d'un communiqué que vous avez fait parvenir à Radio-Canada à l'époque, à la radio de Radio-Canada. On écoute ça ensemble. Le président John F. Kennedy a été assassiné d'un coup de feu à la tempe droite vers 2 heures cet après-midi, ici à Dallas, au Texas, à la suite d'une sauvage fusillade, alors qu'il était en tournée dans cette ville pour les 3 prochains jours, invité du Dallas Trade Fair. Le président était accompagné de son épouse, qui heureusement n'a pas été blessée, mais le gouverneur de l'État du Texas, M. Conley, a été légèrement blessé d'un coup de feu, mais son état ne serait pas alarmant. Pour le moment, il est hospitalisé à l'hôpital général de Dallas et la fusillade eut lieu seulement 30 minutes après que le président fut arrivé à Dallas en route de l'aérogare locale au Dallas Trade Fair. On a pu remarquer toute l'émotion dans ce message transmis en direct de Dallas par M. André Fontaine en 1963, à quelques minutes après l'attentat contre Kennedy. Il y avait beaucoup d'émotions aussi parce que ça venait tout juste de se produire. Ça venait de se produire, puis moi je connaissais le président depuis 61, la famille Kennedy. L'été, j'allais peindre à Yannisport, et puis on se connaissait très bien. D'ailleurs, mes premiers tableaux, je les ai vendus par les Kennedy et la famille Kennedy, qui aimait mon art. Alors, si on revient à votre mésaventure avec la CIA, donc, à ce moment-là... Bon, alors, j'ai refusé de collaborer avec eux et, évidemment, durant de longs mois, j'ai été gardé... Qu'est-ce qu'ils vous demandaient? Qu'est-ce qu'ils vous demandaient exactement? De ne pas témoigner à l'enquête de Jim Garrison. Et je venais d'écrire aussi un livre, « Désormais, l'étoile brillera » sur Cuba. Et j'avais réussi à envoyer quelques jours auparavant, parce que je savais que j'étais surveillé, l'original au Liban, au supérieur général des Jésuites, où ce manuscrit est toujours là. Et ça révèle toute l'histoire de Cuba depuis le début, et qu'est-ce qui s'est passé durant la Révolution cubaine, et comment est-ce que les Américains ont manifesté actuellement envers Cuba toute la négativité qu'il y a. Et évidemment, j'avais écrit, ça s'appelait « Désormais, l'étoile brillera ». Un jour, les gens sauront qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Cuba. Et les relations avec Cuba et le Canada aussi, que les Canadiens n'ont jamais su. Et que je dévoilais dans ce livre-là. Ce livre-là se trouve toujours au Liban, évidemment. Puis j'ai une lettre d'un éditeur français, Plon, qui me dit qu'il faudra attendre 25 ans après ta mort pour pouvoir publier ce document. C'est très sérieux. Oui, parce que dans ce livre-là, vous mentionnez même que Cuba aurait pu devenir la 11e province du Canada. Absolument. Lorsque Castro était venu à Montréal, c'était pour régler cette affaire-là. D'ailleurs, il devait 8 jours, puis il est parti au bout de quelques jours, soudainement, à cause de cette affaire-là. Et serait-il exact que même l'ambassade des États-Unis, qui était truffée de GI et de soldats, aurait envahi le gouvernement canadien à ce moment-là à Ottawa? À cette époque-là, sûrement. Écoutez, vous aviez... Pour empêcher que les choses se règlent sur papier avec Fidel Castro. Le gouvernement du Canada venait d'envoyer 10 000 tracteurs pour aider la réforme agraire du Canada. Mais le jour tragique, j'étais à Dallas avec Jean Yache de France Presse. Nous étions toujours ensemble lorsqu'on couvrait les événements. Jean Yache était très connu à l'époque, l'agence officielle de France Presse. Et où nous nous trouvions, environ 100 pieds du cortège, nous avons entendu 3 coups de feu venant de 2 endroits différents. Et dans nos reportages, on a bien spécifié. Évidemment, ça n'a pas resté là. Surtout mon dernier reportage, que je mentionnais que il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. Ça passait sur Radio-Canada français et anglais. Et ceux qui peuvent trouver encore une copie de Conspiration, apparemment, il y en a dans la librairie municipale. Il y a encore des gens qui en ont peut-être encore. Vous allez voir, ces reportages-là sont documentés par Radio-Canada. Évidemment, ça n'a pas resté là. C'est que le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, le gouverneur Jim Garrison, nous a convoqués puis nous a interviewés durant 4 ans, jusqu'en 1966. Et je devais être un des témoins à l'enquête de Jim Garrison. On avait découvert que Clay Shaw, un homme d'affaires, supposé homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans, qui avait été chargé de monter tout le complot par le gouvernement américain. Moi, j'ai connu Clay Shaw, il était à l'ambassade américaine à La Havane à l'époque, parce que je me trouvais à l'ambassade américaine quand je demeurais à La Havane, à l'ambassade du Canada, c'est-à-dire qu'ils sont toujours voisins. C'était le chef de la CIA. Ah, il était toujours un agent de la CIA à Dallas. Alors évidemment, lorsque le procureur Jim Garrison, en 1966, a informé au monde qu'il y avait eu un complot politique, un coup d'État, on a fait disparaître presque tous les documents qui pouvaient incriminer
Il y a eu un procès, évidemment, il a été acquitté parce que le gouvernement américain a refusé de donner tous les documents qui pouvaient aider à la condamnation de Cléchat. Ceux qui ont vu le film de John Kennedy, on en parle d'ailleurs. Hein? Bon. Alors, ce livre-là, moi, je l'ai écrit en 66, 67, 68. Et ceux qui ont vu le film de JFK, et puis qui voient mon livre, ils vont dire, mais André Fontaine a dit ça en 66. Mais j'en dis 80% plus que ce que vous avez vu dans le film. Je le dis bien que Johnson a trempé dans le complot. Je dis bien que Ruby, je vais dans l'histoire de Ruby depuis sa naissance. Qu'est-ce qui était Ruby? Qui connaissait très bien Cléchat, qui a été forcé d'assassiner Oswald pour les raisons que j'invoque dans le livre et qui montrent aujourd'hui que c'était ça. Alors, lorsque le livre a publié, j'étais ici à Québec, en 77, évidemment, les gens m'ont fait passer un peu pour fou. C'est normal, hein? On n'a pas cru à l'histoire, vraiment, mais aujourd'hui, le film est sorti. Et lorsqu'on va au cinéma, mais André Fontaine avait bien dit ça, c'était vrai, tu sais. On m'a humilié au plus bas degré lorsque ce livre a sorti. Surtout que Il y a une information, André, qu'on trouve dans ton livre, c'est la question de la carabine de bien, justement, ça... Ah. Même dans le film de JFK d'Oliver Stone, il l'a pas. Il n'a pas cette information-là. C'est que dans le livre Conspiration, vous avez 17 documents ultra secrets de la CIA. Demandez-moi pas comment je les ai eus, mais je les ai obtenus. Mettons qu'on te le demande. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. J'ai promis que ça serait un secret pour la vie. Mais en tout cas, ils sont là, ces documents. Ils sont bien demandés comment j'avais pu obtenir ces documents. Parce que ces documents montrent le complot au complet, qu'il y a eu un coup d'État. Pourquoi qu'on a assassiné Kennedy? Ils voulaient mettre fin à la guerre du Vietnam. On le savait, qu'il y était un racket de 400 milliards de dollars au Pentagone annuellement. Et on disait récemment seulement que pour la location d'entrepôts, pour cacher, entreposer des munitions qui datent de plus de 30 ans, dont la pire république de bananes n'oserait pas en demander, qui dépense 40 milliards encore par année pour entreposer ces armes-là ou ces costumes militaires et toutes ces choses-là. Alors Kennedy savait que cet argent qu'on dépensait pour l'établissement militaire, on serait mieux de l'utiliser pour refaire la société américaine, surtout après les suites de la guerre du Vietnam. On sait que les Russes ont tombé à cause de ça. 80% du budget était pour supporter les forces armées. Alors le reste de la population en a souffert, elle a tout à craquer. Puis ils savaient qu'un jour, ça craquerait aux États-Unis. Et ça craque actuellement. Mais Kennedy, à l'époque de Kennedy, il n'y avait pas encore le début de la guerre au Vietnam. Ça s'en venait. Non, elle était commencée. Elle était commencée, oui. On lui avait demandé d'envoyer d'autres militaires. C'est ce qui a été fait tout de suite après sa mort. Tout de suite après sa mort, Johnson l'a fait. Alors, évidemment, c'est que, comme Richard le disait, on s'était rencontrés dans l'île des Cat Cay, au Bahamas. C'est une petite île entre Miami et Nassau. Et il a été entendu, suite à cette rencontre-là, avec Che Guevara, Raúl Castro, Robert Kennedy, Lisa Howard, celle qui a fait libérer les 12 000 prisonniers de la baie des Cochons, qui était une nièce des Kennedy, qui est une avocate bien connue de Miami, qui renouait les relations diplomatiques mutuelles et qui laissait tomber les Russes. En retour, Cuba redonnait aux Américains les 4 milliards d'investissements qu'ils avaient dû saisir. Et Kennedy s'organisait pour que les Cubains, qui ont tout dévalisé les banques avant de partir, les chefs de gouvernement, une affaire comme 8 milliards, redonnaient ces argents-là au gouvernement cubain qui appartenait au peuple cubain. Alors, c'est pour ça que Kennedy était devenu un ennemi des militaires, de la CIA, du FBI. Il fallait le faire disparaître. C'est comme ça qu'ils l'ont fait disparaître. Tu étais là à cette réunion-là? Oui, j'étais là à cette réunion-là. C'est top secret. C'était secret. Personne ne devait le savoir, mais ça s'est su. Voici l'un des éléments qu'on retrouve dans le livre Conspiration écrit par M. André Fontaine. Ici, l'annonce de la carabine. Celle d'en haut, c'est la carabine qu'on retrouve dans le catalogue Klein, modèle commandé par Oswald et qui correspond au C20 T750. Cette carabine mesure 36 pouces, alors que celle retrouvée au 6e étage était le modèle C20 750 et mesure 40 pouces.2. Une différence de 4 pouces. Ce n'était donc pas la carabine commandée par Oswald qu'on a retrouvée au 6e étage. C'était une carabine qui lui ressemblait, mais qui avait une différence de 4 pouces. C'est une des informations qu'on retrouve exclusivement dans le livre Conspiration de M. André Fontaine.
Mais il y a une information encore plus surprenante dans le livre Le gouvernement secret, publié par M. Milton William Cooper et que j'ai fait traduire ici au Québec concernant le phénomène extraterrestre. Et à la page 25, il nous parle de l'assassinat de John F. Kennedy, qui aurait été commis, entre autres, par M. William Green, le chauffeur de la limousine. Quand vous visionnerez le célèbre film qui nous en est resté, observez attentivement le chauffeur et vous discernerez clairement le coup de feu. Les témoins oculaires qui se trouvaient à proximité de la voiture présidentielle l'ont très bien vu, mais tous ceux qui, parmi eux, ont cru bon en parler aux autorités ont subi le même sort que Kennedy dans les 2 années qui suivirent son procès. Rien d'étonnant du reste à ce que la commission Warren n'ait abouti à aucun résultat concluant puisque la majorité des sièges étaient occupés par des membres du Conseil des relations étrangères. Donc ce serait le chauffeur de la limousine qui est l'un des 3 tireurs qui a tué John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Celui-là qui tenait dans sa main la jeunesse et la gloire et l'amour. Celui-là qui vivait pour demain le combat de chaque jour. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tacher de sang noir. Celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres âmes se tuent. Celui-là, parce qu'il avait parlé d'aimer. Celui-là, d'autres mains l'ont tué. Celui-là, celui-là, celui-là. J'espère que vous excusez la piètre qualité de cet enregistrement sur 45 tours. Les disques laser n'existaient pas à l'époque et c'est un disque composé en l'hommage de Robert Kennedy, le frère de John F., et qui est mort aussi dans des conditions très tragiques. C'est une composition par des grands noms de la chanson française, la musique de Michel Legrand et les paroles d'Eddie Marnay. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, avec une déchirure dans le milieu du livre. C'est un livre percutant, très difficile à trouver, écrit par Serge Monast. Et Serge Monast est avec nous, il est journaliste international. La preuve, sa carte de journaliste de presse. Alors, c'est pas une petite carte, là, c'est une grande carte, parce que les journalistes internationaux qui vont, mettons, à Yougoslavie, ne peuvent pas aller sur un terrain avec une petite carte. Ils risquent de se faire tirer, alors qu'avec ça, pendu d'un coup, ça paraît, puis ça se voit de loin. Bonjour, Serge Monast. Bonjour à toi. Bienvenue sur l'émission d'ésotérisme expérimental. J'ai déjà reçu un journaliste international qui travaillait à l'époque pour Radio-Canada. Lui était dans les rues de Dallas le jour où John F. Kennedy s'est fait tirer. Il a entendu les coups de feu, puis il se souvient d'avoir entendu au minimum 3 coups de feu d'origine différente. C'est ce qu'il est allé dire en ondes à Radio-Canada. À l'époque. Il doit y avoir coûté son emploi. Ça y a coûté des années de prison, ça y a coûté un paquet de problèmes. Il y a de ses amis de France Presse qui sont disparus de la circulation.
Vous étiez dans l'hôtel lors de l'attentat contre Bobby Kennedy. Ben moi, en le frère de l'autre. 68, je travaillais pour le Los Angeles Free Press, je demeurais à Los Angeles, Oui. et je travaillais pour Robert Kennedy dans sa campagne électorale. Donc, j'étais aussi à l'Ambassador Hotel. J'étais là, par conséquent, aussi, en même temps qu'il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Je me trouvais à Los Angeles, donc j'ai vécu tous les événements de cette époque-là. Bon. Vous, avez-vous fait de la prison? Est-ce qu'on vous a pourchassé? Est-ce qu'on vous fait du tort parce que vous savez des choses? À propos de ça, non, d'aucune manière. Les problèmes, je l'ai plutôt commencé à les vivre à partir, je pourrais dire, du mois de mars 90 au Canada. Pourquoi? Le volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, est un dossier d'enquête journalistique qui fait ressortir les ententes, les tractations, les jeux de coulisses non publiés entre Ottawa et Washington pour faire éclater d'une façon volontaire un état de crise politique majeure dans l'Est du Canada, c'est-à-dire au Québec. Le livre est basé uniquement sur des documents officiels. Documents du département d'État à Washington, documents du ministère de la guerre, c'est-à-dire des forces armées américaines à Washington, documents du Conseil des hommes d'affaires du Canada, documents du gouvernement canadien et d'autres documents d'office et de groupes, en fin de compte, reconnus officiellement à travers le Canada. Oui. Alors, vous avez donc sorti du sac le chat et la souris qui étaient cachés depuis belle lurette par la GRC, par les services Les fédéraux. deux, en fin de compte, parce qu'on pourrait dire que le volume est un volume interdit. Pourquoi? Parce que cette information-là n'aurait jamais dû paraître en fin de compte. Si j'en suis venu, malgré tout, malgré les risques, malgré toutes les conséquences possibles, à publier cette information-là, excusez, c'est que j'ai été coincé dans une telle situation que si je ne publiais pas et je ne sortais pas le volume, à ce moment-là, j'étais victime de coups montés à l'intérieur desquels on discréditait ma réputation. Par conséquent, on discréditait mon message. D'autant qu'auparavant, on m'avait ruiné financièrement parce que juste pour les années 1991-92, j'ai perdu au moins 35 000 liquides qu'on m'a fait perdre. Et ça, c'est au niveau des autorités canadiennes. On n'était pas intéressé à ce que cette information-là puisse atteindre le public parce qu'elle révèle sous-jacent trop de scandales. Alors, je reprends votre argument du livre, c'est qu'on prépare un état de crise sociale au Québec pour finalement en arriver à quoi? Bon, en arriver à quoi? Vous avez deux paliers décisionnels à ce niveau-là. Vous avez le Conseil des hommes d'affaires à Toronto qui représente, en fin de compte, si on se reporte au niveau historique, l'ancien au Canada. Ces personnes ne veulent pas, en aucune manière, perdre quelque pouvoir politique ou économique au profit du Québec. Ils sont prêts à n'importe quoi pour qu'il n'y ait pas un dédoublement, en fin de compte, au niveau des institutions financières et autres. Tandis qu'à Washington, c'est un autre motif. Il faut vous dire que tant le Conseil des hommes d'affaires à Toronto que le département d'État à Washington, ces groupes-là ont fait des études à propos du Québec. Et leurs études arrivent à la même conclusion. Personne ne peut plus arrêter le processus d'indépendance du Québec, le processus vers sa souveraineté. Ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'empêcher. Alors, ils se Même sont... si René Lévesque est éliminé de la circulation... ça ne change absolument rien au niveau de l'évolution politique de toute la population au Québec et de l'évolution politique en général au Canada. Oh oui, mais il n'y a pas de leader au Québec. Il suffit, ça prend un leader, une arme, on dit que ça prend un cœur pour faire avancer ce peuple-là. Non, mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au départ, il y a eu 30 ans de conscience politique depuis les années 60 au Québec. Oui. Ça se retrouve à tous les échelons de la société. Et ils savent que quel que soit le leader qui peut être au pouvoir au Québec, la volonté intérieure de la population québécoise se dirige irrémédiablement vers cette option-là. Bon, moi, je vous dirais, Serge, qu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que les Québécois, ils s'en foutent un peu, puisque, regardez, les libéraux qui sont au pouvoir actuellement, là, on sait bien qu'il y a des élections qui vont arriver au Québec, mais, bon, on joue sur la langue française, on se fie sur l'appui qu'on reçoit, en tout cas qu'eux reçoivent, des Nations unies pour dire, la loi 178, l'affichage bilingue, il faut que ce soit bilingue au Québec. Non, mais ça, c'est de la politiquerie. Parce que si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure... Si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure, OK? À ce moment-là, le Conseil des hommes d'affaires et les politiciens du Canada anglais, ayant réalisé la situation,
ils en sont venus à la conclusion que n'étant pas capables d'empêcher ce processus-là, il fallait l'avorter. De quelle manière? En mettant les bois dans les roues de 10 années de négociations constitutionnelles. C'est pour cette raison que d'un côté, on disait à la population canadienne, on veut que le Québec reste à l'intérieur de la Constitution. On ne peut pas penser un Canada sans la dimension francophone du Québec à l'intérieur de celle-ci. Mais par contre, au niveau des faits, au niveau des négociations constitutionnelles, on a tout fait pour les refuser. En sachant très bien que les refus systématiques sur une période de 10 ans forcerait par conséquent, malgré eux autres, les Québécois à se rassembler au niveau de la question nationale et à déboucher par conséquent sur une option indépendantiste. Si on regarde d'un autre côté, au niveau du département d'État à Washington, ça fait 200 ans, au niveau du manifeste de la destinée continentale de la politique américaine, ça fait 200 ans qu'ils cherchent l'éclatement du Canada parce qu'ils ont besoin de ces ressources naturelles. Donc, officiellement, ils sont pour l'unité canadienne au niveau international, mais officieusement, ils sont pour l'indépendance du Québec, parce que l'indépendance du Québec possible leur apporte sur un plateau d'argent l'éclatement du Canada. Ah oui. Donc, là, qu'est-ce que les Américains pourraient profiter de l'éclatement du Canada? Ce serait quand même... Une des premières choses dont ils profiteraient, parce qu'ils ont quand même fait par des groupes d'études au département d'État les listes de 33 richesses de base dont ils ont besoin pour traverser économiquement le cap de l'an 2000. Et s'ils veulent demeurer concurrents par rapport à la communauté européenne, ils ont besoin d'avoir un accès direct, comme si ça leur appartenait, en fin de compte, à ces richesses naturelles-là. Oui. L'une des premières choses qui se produirait, par exemple, au lendemain de l'indépendance. Premièrement, il y a chute de la bourse, il y a crise économique et crise politique majeure à travers tout le Canada. En 1991, les premiers ministres des provinces maritimes, sans que ça ait été trop ébruité, ont fait un voyage pratiquement secret aux États-Unis, rencontrer les gouverneurs de différents États. Il y a eu des rencontres, des négociations à ce moment-là qui faisaient ressortir qu'advenant l'indépendance du Québec, les premières provinces qui demanderaient leurs adhésions, en fin de compte, aux États-Unis seraient les provinces maritimes parce qu'ils seraient complètement coupés du reste du Canada et l'Ontario ne supporterait pas à elle seule le poids économique et politique des provinces maritimes. Séparés par un Québec séparés, justement séparés du reste du pays. Donc, les Américains veulent les provinces maritimes pour 3 points précis au départ. Le premier, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les pêcheries pour l'Est, le nord-est de l'Amérique du Nord. Et l'entrée vers le Québec ou vers le reste du Canada. Justement, et en même temps, ça lui donne un point de concurrence solide au niveau du contrôle des pêcheries par rapport à la communauté européenne. Deuxièmement, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les recherches pétrolifères au large de Terre-Neuve, ce qui explique, entre parenthèses, pourquoi le projet Hibernia ne débloque jamais au Canada. Troisièmement, ça lui permet l'installation immédiate de bases militaires américaines, stratégiques, à Halifax et à Terre-Neuve, qui sont les plaques tournantes de tout le trafic aérien de l'Est de l'Amérique du Nord, en fait. Il ne faut pas oublier que les Américains ont construit 2 bases militaires stratégiques, une à Fort Drum, qui se trouve être dans le nord de l'État de New York, juste au sud de Kingston, en Ontario, quand on sait que Kingston est la base du commandement de toutes les communications militaires pour l'armée canadienne. Et il y a une autre base qui est située à Deepwood. Celle-là se trouve sur la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Et cette base-là, c'est là qu'on fait l'entraînement de la police militaire spéciale américaine. La police militaire spéciale américaine, c'est elle qui est chargée des opérations de torture et de nettoyage politique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et la base se trouve sur la frontière du Nouveau-Brunswick. Beau tableau. Bizarre. Beau tableau, parce que ça nous donne l'impression que juste à côté du Canada, on a un bulldog qui attend pour nous mordre ou alors un aigle qui veut nous agripper dans ses griffes. Oui, et il faut vous dire aussi que ces gens-là, lorsqu'on parle de haute politique ou de haute économie internationale, ces gens-là ne pensent pas comme nous autres. N'ont pas un système émotionnel qui fonctionne de la même façon que vous et moi. C'est une partie d'échec, c'est excessivement froid, il n'y a aucun sens de relation humaine, il n'y a rien de semblable à l'intérieur de ça, c'est mathématique et c'est froid. Si vous prenez l'exemple du jeu d'échecs, c'est qu'un bon joueur d'échecs qui prévoit 1, 2, 3, 5 coups à l'avance, 5 ans d'avance, 10 ans d'avance, hein, c'est ça. L'attitude du Parti libéral actuellement, c'est d'écœurer un peu le monde de l'éducation, les fonctionnaires. L'attitude du Parti libéral, à partir du moment qu'ils ont baissé pavillon, qu'ils ont abdiqué aux accords de Charlottetown en 92, leurs attitudes maintenant, et c'est là qu'on peut arriver à comprendre ce qui paraît incompréhensible en apparence, comment ça se fait qu'un parti politique comme le Parti libéral
1 an à peu près avant des élections provinciales, 2 ans avant la tenue officielle d'un référendum au Québec qui est supposé se trouver vers le mois de juin 1995. Comment ça se fait? Est-ce que ce parti-là se saborde? Ils ont parlé du 24 juin 1995. Amusons-nous. Le 24, 2 plus 4, ça fait 6. Juin, c'est le 6e mois de l'année. 1995, vous faites le total, qui fait 24 encore, ça fait 6. C'est donc le 6-6-6, le 24 juin 95. Oui, il n'y a jamais de hasard. Non. Le hasard, alors donc, on emploie le mot hasard pour les choses qu'on ne comprend pas la plupart du temps. Oui, c'est ça. Mais alors, vous voulez dire que le Parti libéral est en train de se saborder pour donner la chance au PQ de prendre le pouvoir? Oui, mais écoutez, ça va très loin. Comment expliqueriez-vous, au niveau d'une pure logique, un parti qui est aussi proche que ça d'élections provinciales, cherche une confrontation directe avec le monde étudiant, cherche une confrontation directe avec le monde ouvrier par le biais des fonctionnaires et d'autres secteurs, en fin de compte, du monde ouvrier, et cherche une confrontation directe avec tous les groupements nationalistes en ouvrant le dossier de la langue. C'est totalement impensable, c'est totalement incompréhensible. Mais ça devient compréhensible lorsqu'on le regarde au niveau d'une vue d'ensemble, comme c'est situé à l'intérieur de ce volume-là. Est-ce que vous avez l'impression que donc ce jeu d'échecs, on l'a perdu? C'est-à-dire que les Américains vont réussir à aboutir à leur fin, c'est-à-dire l'éclatement du Canada. Ils mettront la main sur les provinces maritimes. Après ça, j'imagine qu'ils vont intervenir au Québec en disant qu'ils protègent leurs intérêts. Ça ne les intéresse pas d'intervenir au Québec d'aucune manière. Ah non? Du tout, du tout, du tout, du tout. Le Québec, ils veulent le laisser là pour tout de suite. L'Ontario, ils ont énormément d'échanges économiques. D'ailleurs, il y a énormément de transferts de fonds de la part des hommes d'affaires à Toronto vers les États-Unis. Ce n'est pas un problème majeur. Ce qui les intéresse, par contre, c'est à partir du Manitoba. Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Le pétrole. Le pétrole, les prairies au niveau des céréales, donc un moyen contrôle céréalier avec le centre des États-Unis sur le monde, en fin de compte. Les forêts de la Colombie-Britannique et les réserves d'eau inépuisables, en fin de compte, du nord de la Colombie-Britannique et du Yukon, dont la Californie a besoin, c'est avec comment continuer à se développer. Ouais, c'est très gros. C'est très gros, c'est compromettant tout ça. Puis ça, on trouve ça dans ce livre intitulé « Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa ». Moi, j'ai presque l'impression qu'il est maintenant minuit et 15 secondes. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé de CGMS hier, avec lesquels je communiquais, puis il me disait justement, il dit, je pense qu'il est rendu à peu près à minuit et 5 secondes. J'ai dit, je pense que c'est le cas à l'heure actuelle. C'est ça. Votre livre est déjà en retard. Et vous savez, même s'il vient d'être publié. Il n'est pas tellement en retard parce que le processus politique qui est décrit à l'intérieur du volume, on est à l'intérieur de ce processus-là à l'heure actuelle. Et puis, en plus, la majeure partie des gens n'en sont même pas conscients. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui se passe, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe pour la simple raison que l'information ne leur est pas donnée. Et si l'information ne leur est pas donnée, c'est qu'il faut comprendre, moi je peux en parler en tant que journaliste, c'est que 95 % de l'information n'est habituellement jamais publiée ou rendue accessible à la population. Pourquoi? On ne tient pas à ce que les gens soient à ce point perturbés qu'ils ne peuvent plus continuer à consommer de la même façon, donc perturber l'économie. On va donner l'impression aux gens par la désinformation, on va leur donner l'impression qu'ils sont informés, mais en leur donnant jamais l'information de base. Ça s'appelle la désinformation, et c'est ce qu'on vit quotidiennement à travers les médias, les différents médias d'information. Mais vous n'avez pas cherché à faire une campagne de publicité pour votre livre? Là, vous passez ici pour la première fois à la télévision. J'ai cherché à faire une campagne de publicité, mais comme il m'a été rapporté à différents endroits, autant de la part de radios communautaires que de personnes travaillant dans des médias d'information officiels, ça a l'air, d'après ce qu'on m'a rapporté, qu'il n'y a aucun média d'information officielle pour l'instant qui va être identifié comme ayant été le premier à parler officiellement d'un volume semblable. Je vais vous donner un exemple. Mais là, c'est fait. Avec l'ésotérisme expérimental, on vient de casser la glace. Mais tu vois, Richard, je peux te donner un exemple là-dessus. Prenons juste l'affaire Will&Me pendant le référendum. Le fameux scandale Will&Me des cassettes, à fin de compte. Le vendredi saint, j'étais avec Claude Beauchamp à Sainte-Foy. On dînait ensemble dans une rencontre privée. Et Claude me faisait part à ce moment-là que ça lui avait coûté 1 million de dollars d'avoir sorti une chose comme ça. J'ai dit 1 million de dollars, comment? Il dit tout ce qu'on avait comme contrat du fédéral au niveau de la publicité nous a été coupé. Parce qu'ils ont osé en parler. Justement, l'arme économique. Et quand l'arme économique de la part du pouvoir n'est pas suffisamment efficace, on va tenter de faire un coup monté contre la personne pour la discréditer aux yeux de la population. Si au-delà de ça, le discrédit n'est pas suffisant,
et cette personne-là a une famille, on va tenter de faire des pressions sur sa famille, mais si, rendu là, ce n'est même pas suffisant, c'est là que la vie de la personne peut être en danger. On appelle ça la pratique de la démocratie. Moi, j'ai toujours appelé ça la démocratie. Avant qu'on se laisse, est-ce que je peux vous demander une opinion sur ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial? J'en ai parlé souvent dans les conférences, le New World Order. Ça a commencé avec George Bush, là, avec la guerre du Moyen-Orient. C'est appliqué, là, ça marche-tu, ça, actuellement? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sans que ça paraisse trop. Alors, le livre de M. Serge Maudat est maintenant disponible. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Il y a dans le gouvernement secret écrit par M. Milton William Cooper aussi des informations concernant l'instauration du nouvel ordre mondial. Et M. Cooper aussi, à travers ces documents, a pris des risques journalistiques, dirait-on. Et il nous donne aussi une interprétation des raisons pour lesquelles le nouvel ordre mondial serait instauré avec la complicité du silence concernant le phénomène extraterrestre. Au début, j'avais fait une erreur en pensant que je pourrais faire sortir ces informations dans l'anonymat le plus complet. Mais en disant que j'étais dans la marine, immédiatement, des gens ont voulu vérifier et ils ont communiqué avec les bureaux de la marine américaine. En disant même, Bill Cooper prétend ceci, prétend cela. Est-ce que c'est vrai? And he says this, this, and this. Is that true? Bam. Huh? What was it you were trying to get out of that? Alors il dit, pour moi, mes chers amis, les ovnis, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui les pilote. UFOs are real, folks. They are machines. And somebody's flying them. And some of them are owned and operated by the United States government, yes. Et même certains de ces engins appartiennent au gouvernement américain. What? What better way to unite all humanity into a one-world government than if we were attacked by some other species? Il dit la raison de cacher cela, c'est pour faire croire à l'importance d'un gouvernement mondial fort, capable de faire face à l'invasion d'êtres venus de l'espace. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce serait la base du message. Il dit, vous ne pourriez même pas faire la différence entre des ovnis qui viendraient soi-disant des États du ridicule ou des États-Unis. L'ésotérisme